Les dernières heures de Marie-Antoinette. Avant que la lame ne s'abatte sur la gorge de la souveraine la plus détestée de France, ses adversaires l'ont soumise à une ultime représentation calculée de barbarie. Ils voulaient l'effacer. Son périple depuis un trône scintillant jusqu'à une charrette grossière, paradée dans les artères où ses anciens sujets hurlaient en réclamant son sang, fut orchestré pour la dépouiller de chaque fragment de la reine qu'elle avait incarnée. Pourtant, ils ont échoué. Voici le récit de ce qu'ils ont infligé à Marie-Antoinette durant ses ultimes instants, et l'étonnante dignité qu'elle a reconquise face à l'avilissement total. Oubliez les salons étincelants au miroir de Versailles. Notre histoire débute dans une cellule humide et grouillante. Cette forteresse moyenâgeuse, surnommée l'antichambre de la guillotine, constituait la dernière étape pour les ennemis de la Révolution française. Dans la nuit du 2 août 1793, après plusieurs mois d'emprisonnement avec sa famille, Marie-Antoinette fut arrachée à ses enfants et à sa belle-sœur, puis amenée ici dans la solitude absolue. Pendant 76 jours interminables, l'ancienne reine de France n'était plus une souveraine. Elle n'était plus qu'une numérotation administrative, la prisonnière numéro 204. Sa cellule représentait un espace pitoyable et exigu, aux murs suintants d'humidité, meublé d'un unique matelas de paille. Les dimensions étaient aussi restreintes qu'elle pouvait toucher les parois opposées en étendant les bras. L'air y était vicié, chargé de l'odeur de moisissure et de désespoir qui imprégnait chaque pierre de cette ancienne forteresse. La lumière du jour pénétrait à peine à travers une petite ouverture grillagée, créant une pénombre permanente qui brouillait la distinction entre le jour et la nuit. Dans cet environnement, le temps lui-même semblait se dissoudre, chaque heure s'étirant comme une éternité. L'intimité était devenue un luxe oublié depuis une éternité. 2 sentinelles se relayaient dans sa cellule 24 heures durant, leurs regards rivés sur chacun de ses gestes. Ces hommes n'étaient pas simplement des gardiens, ils étaient les témoins constants de sa déchéance, les instruments vivants de son humiliation quotidienne. Ils l'observaient ingérer la nourriture carcérale, des portions maigres et insipides, qui contrastaient cruellement avec les banquets somptueux qu'elle avait autrefois présidés. Ils la surveillaient, tandis qu'elle tentait de trouver le sommeil sur son matelas infesté de vermine, ses nuits hantées par des cauchemars et des souvenirs. Ils l'épiaient, lorsqu'elle s'efforçait de changer de vêtements derrière un fragile paravent qui n'offrait qu'une illusion dérisoire de pudeur. Cette surveillance perpétuelle constituait une arme redoutable, un instrument de déshumanisation méthodique. C'était l'affront suprême pour une femme qui avait autrefois commandé des palais entiers en toute intimité, où des domestiques attendèrent dans l'antichambre son moindre désir, où elle jouissait d'appartements privés luxueux, où nul n'entrait sans permission. Désormais, elle ne possédait même pas l'intimité d'une pensée solitaire. Chaque soupir, chaque larme retenue, chaque moment de faiblesse était observé, catalogué, peut-être même rapporté à ses geôliers supérieurs comme preuve supplémentaire de sa déchéance. Mais la misère physique n'était rien comparée au supplice psychologique qui la rongeait de l'intérieur. À peine un mois auparavant, des gardes révolutionnaires avaient fait irruption dans sa chambre de la prison du Temple en pleine nuit, leurs bottes résonnant sur les dalles de pierre comme un présage funeste. Ils étaient venus chercher son fils de 8 ans, Louis-Charles, ce petit garçon qui aurait dû être le futur roi de France, cet enfant qu'elle avait porté dans son ventre, nourri de son sein, élevé avec tout l'amour qu'une mère peut offrir. Les témoignages de cette nuit-là décrivent une scène d'une violence émotionnelle déchirante. Une mère éperdue se jetant entre les gardes et son enfant, agrippant leurs uniformes, les implorant avec des supplications qui auraient fendu le cœur de pierre. Pendant ce temps, sa fille adolescente, Marie-Thérèse, s'agrippait à son petit frère en hurlant de terreur, ses cris perçants résonnant dans les couloirs sombres de la prison. Le petit Louis-Charles pleurait, ne comprenant pas pourquoi ces hommes au visage dur voulaient l'emmener loin de sa mère, loin de sa sœur. Il tendait ses petits bras vers Marie-Antoinette, appelant maman encore et encore, sa voix enfantine brisée par les sanglots. Mais ils ont arraché le garçon de ses bras maternels avec une brutalité calculée. Les gardes ont dû employer la force pour desserrer l'étreinte désespérée de la mère. Marie-Antoinette s'est effondrée sur le sol une fois son fils emporté, son corps secoué par des sanglots incontrôlables qui venaient des tréfonds de son âme déchirée. Jamais elle ne le reverrait. Cette séparation était définitive, absolue, conçue pour la briser de la manière la plus cruelle possible. Les révolutionnaires savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne se contentaient pas de punir une reine,
Il torturait une mère. Tout ce qui lui restait de lui se résumait à un petit portrait miniature peint sur ivoire, où son visage d'enfant souriait avec l'innocence d'un temps révolu, et une mèche de ses cheveux blonds et soyeux dissimulée précieusement dans son corset, contre son cœur. Ces reliques devinrent ses trésors les plus précieux que tous les diamants de la couronne qu'elle avait autrefois portée. Ce ne fut pas la perte de sa couronne qui définit ses derniers jours. Ce ne fut pas l'effondrement de son statut royal, ou la destruction de son mode de vie privilégié. Ce fut cette douleur profonde et écrasante d'une mère séparée de son enfant, cette angoisse maternelle qui la consumait jour et nuit. Sa servante Rosalie Lamorlière, qui prit soin d'elle à la conciergerie, avec une compassion qui contrastait avec la cruauté ambiante, témoignerait plus tard que l'unique moment où la reine s'est véritablement effondrée et a sangloté sans retenue fut lorsqu'elle évoqua ses enfants. Le reste du temps, elle maintenait une façade de dignité stoïque, mais dès qu'on mentionnait Louis-Charles ou Marie-Thérèse, son armure émotionnelle se fissurait complètement. Les nuits étaient particulièrement insupportables. Marie-Antoinette restait éveillée dans l'obscurité fétide, les yeux grands ouverts fixant le plafond invisible, hantée par des questions sans réponse qui la torturaient plus sûrement que n'importe quelle torture physique. Ses pensées la rongeaient avec plus de cruauté que n'importe quelle humiliation physique qu'elle endurait. Elle tissait une toile d'angoisse autour de son esprit, un échafaudage de culpabilité maternelle et d'impuissance qui menaçait de l'écraser complètement. Elle se remémorait chaque moment partagé avec lui, chaque sourire, chaque rire, chaque fois qu'elle l'avait tenu dans ses bras. Ces souvenirs, autrefois source de joie, étaient devenus des instruments de torture psychologique auto-infligée. À la mi-octobre commença l'acte final de ce drame tragique. Le 14 octobre 1793, Marie-Antoinette fut traînée devant le tribunal révolutionnaire pour un procès qui n'était en réalité qu'un théâtre politique soigneusement mis en scène, une parodie de justice conçue pour donner une légitimité superficielle à une conclusion prédéterminée. Contrairement à son époux Louis XVI, qui avait bénéficié de plusieurs semaines pour préparer sa défense avec l'aide d'avocats compétents, la reine reçut moins d'une journée. Cette précipitation n'était pas accidentelle. On ne lui donna pas le temps de rassembler ses pensées, de consulter adéquatement ses défenseurs, de préparer une réponse cohérente aux accusations qui seraient portées contre elle. Les accusations constituaient un mélange délirant de conspirations politiques réelles et imaginaires, et de fantasmes de tabloïds sordides qui auraient été comiques s'ils n'avaient pas eu des conséquences aussi mortelles. Une grande partie de ces charges fut puisée directement dans les pamphlets diffamatoires qu'il avait diabolisés pendant des années, ces libelles venimeux qui circulaient dans Paris depuis le début de son règne. Elle fut accusée de détourner l'argent français vers l'Autriche, sa terre natale, une accusation qui jouait sur les sentiments xénophobes et nationalistes de la population française. On l'accusa d'avoir comploté avec son frère l'empereur d'Autriche pour renverser la Révolution et restaurer l'absolutisme monarchique par la force des armes étrangères. Elle fut accusée de planifier des massacres de masse contre le peuple français, de vouloir noyer la Révolution dans le sang. On l'accusa d'organiser des orgies dépravées à Versailles, des bacchanales de débauche qui avaient prétendument vidé le trésor royal. Ces accusations recyclaient les pires calomnies des années précédentes, les rumeurs les plus salaces qui avaient circulé dans les tavernes et les cafés de Paris. Mais l'accusation finale fut si venimeuse, si manifestement conçue pour annihiler son caractère même, qu'elle surprit même certains des révolutionnaires les plus endurcis présents dans la salle. Cette accusation franchissait une ligne que même la Révolution, dans ses excès les plus violents, avait rarement osé franchir. L'accusation, dirigée par le fanatique Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, un homme dont le nom deviendrait synonyme de la terreur et de ses excès judiciaires, l'accusa d'inceste avec son propre fils. Cette allégation monstrueuse, cette calomnie indicible, fut prononcée dans la salle du tribunal avec une gravité solennelle qui lui conférait une apparence de légitimité. Ils avaient en manipulé le petit Louis-Charles, un enfant de 8 ans séparé de sa mère et terrifié par ses geôliers, le contraignant à signer une déclaration contre sa mère. On avait arraché au garçon un témoignage qui serait utilisé pour détruire la femme qui l'avait mise au monde. Pendant un long moment, la reine demeura simplement silencieuse. La salle du tribunal bourdonnait d'anticipations malsaines, les spectateurs se penchant en avant sur leurs sièges, avides de voir comment elle réagirait à cette accusation innommable.
Certains s'attendaient à ce qu'elle s'effondre en pleurs, d'autres espéraient une explosion de rage qu'il pourrait utiliser comme preuve supplémentaire de son instabilité. Puis elle se leva lentement, son corps émacié se redressant avec une dignité qui rappelait brièvement la reine qu'elle avait été. Elle ne regarda ni les juges assis à leur tribune, leurs visages impassibles, masquant peut-être une certaine gêne devant cette accusation particulièrement vile, ni les procureurs qui l'avaient formulée avec tant de venin. Au lieu de cela, elle se tourna vers la galerie bondée de femmes ouvrières de Paris, ces tricoteuses qui assistaient au procès révolutionnaire, comme à un spectacle. Ces mêmes femmes qui avaient autrefois réclamé sa mort à grands cris, lors de la marche sur Versailles, ces femmes du peuple qu'il avait toujours considérée comme une étrangère, une Autrichienne, une ennemie. D'une voix claire et inébranlable qui portait dans toute la salle, malgré les mois d'emprisonnement et la détérioration de sa santé, elle déclara avec une simplicité dévastatrice « J'en appelle à toutes les mères présentes dans cette salle ». Ce fut un mouvement brillant, un instant saisissant de génie rhétorique. En quelques mots, elle avait complètement reconfiguré le terrain du débat. Elle n'était plus l'Autrichienne haïe, cette étrangère qui avait prétendument trahi la France. Elle n'était plus Madame Déficit, cette reine frivole accusée d'avoir vidé les coffres du royaume pour satisfaire ses caprices. Elle était une mère défendant son honneur maternel contre un mensonge innommable, un mensonge qui offensait l'instinct maternel universel. Elle faisait appel non pas à la raison politique ou à la justice légale, mais à quelque chose de plus profond, de plus primitif, à cet instinct viscéral que partage toute mère de protéger son enfant et la relation sacrée entre une mère et son fils. On pouvait sentir le changement d'atmosphère dans la salle, presque palpable. Les femmes parmi la foule, mères elles-mêmes, commencèrent à murmurer en sa faveur. Des regards furent échangés, des têtes hochées avec compréhension. Même parmi ses ennemis les plus acharnés, cette accusation particulière avait franchi une ligne. Ce fut un éclair de son ancien pouvoir, un rappel fugace de la femme qui avait jadis tenu une cour dans la paume de sa main, qui avait su naviguer les intrigues complexes de Versailles, qui avait possédé ce charisme indéfinissable qui fait les grandes figures historiques. Mais ce ne fut qu'un éclair, un moment suspendu dans le temps avant que la machine implacable de la justice révolutionnaire ne reprenne son cours inexorable. Le verdict n'avait jamais fait de doute. Le procès était une formalité, une performance théâtrale destinée à légitimer une décision déjà prise dans les coulisses du pouvoir révolutionnaire. Aux premières heures du 16 octobre, après un procès qui avait duré 2 jours de témoignages accablants et de réfutations impuissantes, le jury composé exclusivement d'hommes la déclara coupable de haute trahison. La sentence fut prononcée avec une solennité rituelle, la mort par guillotine, cette machine révolutionnaire qui symbolisait la justice égalitaire de la Nouvelle-France, où nobles et roturiers mourèrent de la même manière, où la lame ne faisait aucune distinction entre les têtes couronnées et les têtes ordinaires. Lorsqu'on lui demanda si elle avait quelque chose à déclarer, avant que la sentence ne soit exécutée, Marie-Antoinette secoua simplement la tête. Que restait-il à dire à ces hommes qui avaient déjà décidé de son sort? Quels mots auraient pu changer leur détermination? Elle avait compris depuis longtemps que ce procès n'était pas une recherche de vérité, mais une conclusion préétablie. De retour dans sa cellule après le verdict, alors que la nuit enveloppait Paris d'un manteau d'obscurité qui semblait refléter son propre désespoir, elle refusa un dernier repas. « Je n'ai plus besoin de rien maintenant, ma fille », dit-elle à sa servante Rosalie, avec une résignation tranquille. « Tout est terminé pour moi. » Ces mots simples contenaient une acceptation de l'inévitable, une paix étrange, face à l'imminence de sa mort. Avec un calme surnaturel qui étonna même Rosalie, habituée pourtant à la voir maintenir sa composure dans les circonstances les plus difficiles, elle prit une plume et rédigea une dernière lettre déchirante à sa belle-sœur Élisabeth, la sœur de Louis XVI, qui avait partagé leur emprisonnement et leur souffrance. Dans cette lettre, elle déversait tout l'amour maternel, toute l'angoisse, toute la douleur qu'elle avait contenue pendant des semaines. Elle suppliait Élisabeth de veiller sur ses enfants si jamais l'occasion se présentait, de leur dire combien leur mère les avait aimés, jusqu'à son dernier souffle. Elle demandait pardon pour son fils pour le témoignage qu'il avait été contraint de donner, comprenant que le pauvre enfant n'avait été qu'un instrument dans les mains de ses geôliers. Cette lettre ne fut jamais remise. Elle fut interceptée par ses ennemis,
qui ne voyait aucune raison d'accorder à la condamnée même ce dernier réconfort de communiquer avec sa famille. Le document fut conservé dans les archives, oublié pendant des années, avant d'être redécouvert bien plus tard. Témoignage poignant et déchirant d'un amour maternel indestructible qui avait persisté jusqu'au seuil même de la mort. Lorsque l'aube se leva sur Paris, baignant la ville d'une lumière grise et froide, qui semblait appropriée aux événements qui allaient se dérouler, commencèrent les humiliations physiques, chacune méticuleusement planifiée, pour briser ce qui restait de son esprit et de sa volonté. Les gardes lui ordonnèrent de retirer la robe noire de deuil qu'elle portait depuis l'exécution de son époux 9 mois auparavant. Cette robe constituait bien plus qu'un simple vêtement. Elle était un symbole de son statut, un témoignage de son histoire, un lien tangible avec l'homme qu'elle avait épousé et qui avait été le père de ses enfants. En portant ce deuil, elle maintenait une déclaration silencieuse de son identité, une affirmation qu'elle était encore la veuve du roi de France, que son mariage et son statut conservaient une signification malgré tout ce que la Révolution avait détruit. À la place, ils l'obligèrent à revêtir une chemise blanche déchirée et souillée, le vêtement simple d'une pénitente, nullement celui d'une reine. Pour se changer, elle dut supplier un garde de lui tourner le dos pour un seul instant d'intimité, cette faveur minuscule qui était tout ce qui lui restait comme vestige de dignité humaine. Il refusa catégoriquement, ses yeux restant fixés sur elle avec une indifférence calculée. Ce refus n'était pas accidentel ou né de la simple cruauté individuelle. C'était une humiliation délibérée, soigneusement orchestrée, destinée à lui rappeler qu'elle n'avait plus aucun droit, pas même celui de la décence humaine la plus élémentaire. Elle fut obligée de se déshabiller et de se rhabiller sous le regard de ces hommes, cette femme qui avait autrefois été servie par des dames d'honneur dans des appartements privés somptueux, où le rituel quotidien de l'habillement était une cérémonie élaborée régie par des règles strictes d'étiquette. Puis vint le bourreau, Charles-Henri Sanson, héritier d'une dynastie de bourreaux, qui avait servi la couronne française pendant des générations. L'un de ses assistants saisit une poignée de ses cheveux sans ménagement, jadis empilés haut dans des coiffures élaborées et ornées de bijoux précieux, de plumes d'autruche, de perles et de diamants, symboles de son rang et de sa féminité. Ils étaient devenus prématurément blancs comme neige, sous l'effet du stress et de l'angoisse des derniers mois. Avec une paire de ciseaux grossiers, sans le moindre soin ni délicatesse, il les coupa de sa tête. Les mèches blanches tombèrent sur le sol de pierre, abandonnées comme des débris sans valeur. Ce fut un acte profondément symbolique, destiné à la dépouiller de sa féminité et de son statut. Dans l'Ancien Régime, les cheveux d'une femme aristocratique étaient un attribut essentiel de sa féminité et de sa position sociale. Mais cela servait également un objectif pratique et macabre, assurer une coupe nette pour la lame de la guillotine. Le bourreau ne voulait prendre aucun risque qu'une masse de cheveux ne gêne la descente de la lame ou ne crée une mort moins rapide et plus douloureuse. Ensuite, ils lièrent ses mains cruellement dans son dos avec des cordes rugueuses. « Vous n'avez pas attaché les mains de mon époux », protesta-t-elle, une rare étincelle de défi perçant à travers sa résignation habituelle. Ce détail lui importait. Louis avait au moins bénéficié de cette dignité minimale lors de son exécution. Sa supplique fut ignorée avec une indifférence totale. Les cordes furent serrées si fermement qu'elles lui causèrent une douleur manifeste. Ses poignets délicats se marquèrent instantanément de traces rouges, qui deviendraient rapidement des ecchymoses. Les révolutionnaires ne voulaient prendre aucun risque qu'elle tente de s'échapper ou de résister au dernier moment. Réduite aux besoins humains les plus élémentaires, elle dut humblement demander la permission à ses geôliers de se soulager dans un coin avant qu'ils ne l'emmènent. Même cette fonction corporelle basique, ce besoin physiologique que partage tout être humain, fut transformé en spectacle d'humiliation publique. Les gardes ricanèrent avec une cruauté juvénile. Certains regardèrent intentionnellement, refusant de détourner les yeux. C'était leur manière ultime de lui rappeler qu'elle n'était plus rien, qu'elle ne méritait aucun respect, aucune dignité, qu'elle était moins qu'humaine à leurs yeux. Mais même dans ces moments d'avilissement extrême qui auraient brisé la plupart des êtres humains, quelque chose en Marie-Antoinette refusait de se briser complètement. Une partie d'elle restait debout, intérieure et invisible, inviolable, là où leur cruauté ne pouvait l'atteindre. Cette forteresse intérieure qu'elle avait construite au fil des mois
deviendrait sa vraie armure dans les heures à venir. À 11 heures du matin précise, les lourdes portes de la conciergerie grincèrent en s'ouvrant sur la lumière du jour. À son époux, le roi Louis XVI, on avait accordé la dignité d'un carrosse fermé pour son dernier voyage, un véhicule qui le protégeait au moins partiellement des regards et des insultes de la foule. Pour la reine, il n'y aurait aucune telle courtoisie, aucune miséricorde. Une charrette rustique et ouverte en bois brut, du type normalement utilisé pour transporter les criminels ordinaires vers leur exécution, l'attendait dans la cour. Ils l'obligèrent à y monter maladroitement sur une planche, ses mains toujours liées dans le dos rendant l'opération difficile et dégradante. Elle manqua de tomber en montant, mais se rattrapa au dernier moment. Les mains toujours attachées, elle était complètement exposée à la ville entière, sans protection ni abri contre les éléments ou les regards hostiles. Le trajet jusqu'à la place de la Révolution dura plus d'1 heure, un périple interminable à travers les rues de Paris transformées en corridors de haine collective. Le parcours avait été délibérément planifié pour être aussi long et humiliant que possible, traversant les quartiers les plus populaires où l'hostilité envers elle était la plus intense. Les rues étaient bondées de dizaines de milliers de personnes, une mer de visages hostiles qui s'étendait dans toutes les directions. Hommes, femmes, enfants, tous étaient venus assister au spectacle, attirés par une curiosité morbide et une soif de vengeance collective. Ils se moquaient avec des rires cruels, crachaient en direction de la charrette, hurlaient des insultes que les années de propagande révolutionnaire avaient rendues familières. L'Autrichienne, Madame Déficit, putain, ces mots et d'autres bien pires volaient dans l'air comme des projectiles invisibles mais dévastateurs. Les accusations les plus viles se mêlaient dans un brouhaha assourdissant de haine collective. Le célèbre artiste révolutionnaire Jacques-Louis David, dont les tableaux allaient en définir l'iconographie visuelle de la Révolution, était assis confortablement sur un balcon, la dessinant pendant qu'elle passait, capturant avec son crayon rapide son profil émacié et néanmoins défiant. Ce croquis deviendrait l'une des images les plus célèbres et les plus poignantes de la Révolution française, un témoignage visuel de ses derniers moments. Dans ce dessin, on peut voir son nez légèrement relevé, sa posture droite malgré l'épuisement, son expression d'une dignité farouche qui refuse de céder. David, malgré son engagement révolutionnaire, n'avait pu s'empêcher de capturer cette qualité indéfinissable qui persistait en elle. La charrette fut secouée si violemment à un moment, heurtant une ornière profonde dans le pavé inégal de Paris, qu'elle faillit la projeter de son siège. Sans ses mains pour se rattraper, elle aurait certainement chuté. Le pavé inégal de Paris ne lui accordait aucune miséricorde. Chaque chaos la faisait tressaillir de douleur, mais son visage demeurait impassible, comme taillé dans le marbre. Tout au long de cette épreuve qui semblait ne jamais finir, Marie-Antoinette resta assise droite comme un piquet, refusant de s'affaisser ou de montrer la moindre faiblesse. Son visage constituait un masque pâle et fier, ses lèvres serrées en une ligne mince de détermination. Elle ne tressaillit pas aux insultes. Elle ne pleura pas malgré la terreur qui devait l'envahir. Elle regardait simplement droit devant elle, fixant un point invisible à l'horizon, une silhouette solitaire de maintien au cœur d'un ouragan de haine. Parmi la foule hostile, quelques regards différaient. Des femmes âgées qui se souvenaient d'une époque différente, quand la jeune dauphine autrichienne était arrivée en France comme une adolescente radieuse, pleine d'espoir et d'innocence. Des aristocrates déguisés en roturiers, venus rendre un dernier hommage silencieux à leur reine, malgré le danger que cela représentait pour eux. Des étrangers simplement curieux de voir l'histoire se dérouler devant leurs yeux. Certains témoignages rapportent que malgré le vacarme ambiant, un silence étrange semblait envelopper la charrette elle-même, comme si la présence de cette femme condamnée imposait un respect involontaire, même à ceux qui désiraient ardemment sa mort. Des enfants étaient tissés sur les épaules de leurs parents pour apercevoir celle qui avait été reine. Que penseraient-ils plus tard, devenus adultes, de ce spectacle auquel ils avaient assisté? Comment raconteraient-ils ce moment à leurs propres enfants? Finalement, après ce qui avait semblé une éternité, la charrette entra en roulant sur la place de la Révolution, ce vaste espace que nous connaissons aujourd'hui comme la place de la Concorde. Au centre de la place se dressait la guillotine, cette machine qui était devenue le symbole même de la Révolution française, son cadre élevé formant une silhouette nette et menaçante contre le ciel gris d'octobre. La foule se pressa encore plus densément, avide du spectacle sanglant final.
Des vendeurs ambulants criaient leurs marchandises, vendant des pâtisseries et des boissons comme lors d'une fête foraine. L'exécution était devenue un événement social, un divertissement macabre pour les masses qui s'étaient lassées des spectacles ordinaires. La machine elle-même était terrifiante dans sa simplicité brutale. Une lame triangulaire massive, suspendue en hauteur par un système de poulies, maintenue par une corde. En dessous, la lunette en bois où la tête serait placée, creusée pour accueillir le cou de la victime, et le panier en osier, attendant innocemment de recueillir ce qui tomberait. Lorsque Marie-Antoinette descendit de la charrette avec difficulté, ses jambes engourdies par le long trajet et l'immobilité forcée, quelque chose sembla changer en elle, ou peut-être dans l'atmosphère environnante. Malgré la campagne implacable pour la briser, malgré les mois d'humiliation calculés, des témoins oculaires présents sur la place la décrivirent comme étonnamment calme, composée, presque élégante dans ses mouvements. Comment était-ce possible ? Comment une femme qui avait enduré tant d'humiliations, tant de souffrances physiques et psychologiques, pouvait-elle manifester une telle grâce dans ses instants ultimes ? Cette transformation reste l'un des mystères les plus fascinants de cette journée historique. Certains observateurs suggérèrent plus tard qu'elle était entrée dans un état de détachement profond, une sorte de paix intérieure qui transcendait les circonstances extérieures. Peut-être avait-elle finalement accepté l'inévitable et trouvé dans cette acceptation une forme de libération spirituelle. D'autres pensèrent qu'elle puisait dans des réserves de force insoupçonnées, accumulées au fil de toute une vie de contraintes protocolaires et de maîtrise de soi exigée par son rang. Une troisième hypothèse suggère qu'elle avait décidé, dans un dernier acte de volonté pure, de ne pas offrir à ses ennemis le spectacle de sa décomposition émotionnelle. Elle allait mourir, certes, mais elle mourrait en reine, avec toute la dignité que ce titre impliquait, quoi qu'ils aient pu faire pour essayer de la lui arracher. Elle gravit seule les marches en bois de l'échafaud, chaque marche craquant sous ses pieds légers. Elle refusa l'aide du bourreau d'un mouvement de tête discret mais ferme. Ses jambes tremblaient légèrement, trahissant la peur bien naturelle qui devait l'habiter. Mais elle ne chancela pas. Chaque pas était délibéré, mesuré, maîtrisé. 15 marches la séparèrent de la plateforme. 15 marches entre elle et la mort. Elle les gravit une à une, sans précipitation ni hésitation. La foule qui avait hurlé pendant tout le trajet sembla retenir son souffle collectivement. Un silence relatif tomba sur la place, troublé seulement par quelques murmures et le battement des tambours qui marquaient ce moment solennel. En arrivant au sommet de l'échafaud, dans un ultime et étrange tour du destin, un incident se produisit qui allait définir la manière dont l'histoire se souviendrait de ces derniers instants. Elle marcha accidentellement sur le pied de son bourreau, Charles-Henri Sanson, ce même homme qui venait de lui couper les cheveux quelques heures auparavant, de lui lier les mains avec ses cordes cruelles, et qui s'apprêtait maintenant à actionner le mécanisme qui mettrait fin à sa vie dans quelques secondes à peine. Pendant un instant suspendu dans le temps, tous les yeux sur la place étaient fixés sur eux deux. Le bourreau et sa victime, liés dans cette danse macabre finale, dans cette relation étrange et terrible qui unit l'exécuteur et le condamné. Sanson devait avoir exécuté des dizaines, peut-être des centaines de personnes à ce moment de sa carrière. Il était habitué aux supplications, aux cris, aux évanouissements, à toutes les réactions humaines face à la mort imminente. Mais ce qui se passa ensuite le prit totalement au dépourvu et le hanterait pour le reste de ses jours. Sans la moindre trace de peur ou de colère dans sa voix, sans amertume ni ressentiment, elle s'inclina légèrement vers lui, avec la même courtoisie qu'elle aurait manifestée dans un salon de Versailles, et prononça ces dernières paroles. Une excuse tranquille et simple, empreinte d'une politesse presque surréaliste compte tenu des circonstances extraordinaires. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Ces mots, prononcés d'une voix claire malgré sa gorge serrée par l'émotion, résonnèrent sur la plateforme de l'échafaud comme un reproche silencieux à toute la brutalité de cette journée. Ce fut un instant extraordinaire de grâce humaine, un moment qui transcende l'histoire pour toucher à quelque chose d'universel et d'intemporel. Ce petit acte de courtoisie, de décence humaine élémentaire face à la cruauté monstrueuse qui l'entourait, constitua son dernier geste inattendu de défi, plus puissant que n'importe quelle diatribe ou malédiction. C'était une déclaration profonde et puissante. Ils pouvait la tuer. Ils pouvaient lui arracher sa couronne, sa famille,
sa dignité publique, sa vie même. Mais ils ne pouvaient pas détruire qui elle était véritablement au plus profond d'elle-même. Dans ces mots simples résidait tout ce qu'ils avaient échoué à écraser durant ces mois terribles. Sa noblesse intérieure, son humanité fondamentale, sa civilisation. Samson lui-même, habitué pourtant aux exécutions quotidiennes, endurci par son métier sinistre, fut visiblement ébranlé par cette réaction inattendue. Il raconterait plus tard à ses proches que ces paroles l'avaient profondément troublé et continuait à le hanter pour le reste de sa vie. Dans ses mémoires, il écrivit qu'aucune autre personne qui l'avait exécuté n'avait manifesté une telle maîtrise de soi et une telle courtoisie face à la mort. Comment pouvait-on s'excuser auprès de son propre bourreau? Cette question le torturait. Ce geste de Marie-Antoinette révélait une force de caractère que même ses plus ardents détracteurs ne pouvaient nier. Elle transformait son exécution, conçue comme un spectacle d'humiliation publique, en une démonstration paradoxale de dignité humaine. Les assistants de Samson la guidèrent alors vers la planche basculante de la guillotine. On l'attacha fermement, son corps fragile et émacié sanglé contre le bois. La lunette se referma sur son cou blanc, maintenant sa tête en position. Elle ne résista pas, ne pleura pas, ne supplia pas. Elle acceptait ce qui devait arriver avec une résignation qui ressemblait presque à la paix. Quelques témoins rapportèrent qu'ils l'entendirent murmurer une prière dans ses derniers instants, peut-être un Notre Père ou un « Je vous salue Marie », les prières de son enfance catholique, qui lui revenaient naturellement face à la mort. D'autres jurèrent qu'elle garda le silence absolu, ses lèvres scellées jusqu'à la fin. Exactement à 12h15 de l'après-midi, Samson actionna le mécanisme. La lame triangulaire de 40 kg, suspendue à 2,30 m de hauteur, se libéra de son frein avec un déclic métallique sinistre. Elle descendit le long des montants verticaux avec une rapidité terrifiante, un sifflement mortel fendant l'air. Ce fut rapide, comme promis par les concepteurs de cette machine révolutionnaire qui se voulait humaine dans son efficacité. La lame oblique trancha net le cou de Marie-Antoinette en une fraction de seconde, séparant sa tête de son corps avec une précision chirurgicale. La mort fut instantanée, ou presque. Certaines études médicales suggèrent que la conscience peut persister quelques secondes après la décapitation, mais personne ne peut vraiment savoir ce qu'elle ressentit dans cet ultime instant. L'assistant de Samson, suivant le rituel macabre établi, saisit immédiatement sa tête tranchée par ses cheveux blancs coupés courts. Du sang coulait encore de la section nette, goûtant sur les planches de l'échafaud déjà tachées par les exécutions précédentes. Il la brandit bien haut pour que toute la foule massée sur la place puisse la voir, la tournant dans toutes les directions comme un trophée de chasse. Un rugissement massif éclata des dizaines de milliers de personnes rassemblées. Une explosion sonore qui devait s'entendre dans tout Paris. Vive la République! Vive la nation! Vive la liberté! Criaient-ils, leurs voix se mêlant dans une cacophonie de triomphe et de libération collective. Pour eux, c'était la fin symbolique de l'Ancien Régime, la destruction définitive de la monarchie abhorrée. Certains pleurèrent de joie, d'autres dansaient, d'autres encore levaient leurs chapeaux en l'air. Les femmes qui avaient tricoté pendant le procès brandissaient leurs ouvrages. C'était une catharsis collective, une libération de toute la rage et la frustration accumulée pendant des années de crise économique, de famine, de guerre. Le corps décapité de Marie-Antoinette, déjà inerte, fut détaché de la planche avec une indifférence clinique. Il tomba lourdement dans le panier prévu à cet effet, rejoignant sa tête dans un mélange macabre. Personne ne lui accorda un dernier regard, un dernier moment de respect. Pour les révolutionnaires, elle n'était déjà plus qu'un problème résolu, une menace éliminée. Son corps fut chargé sans cérémonie dans une charrette grossière, la même qui avait servi à l'amener, ou peut-être une autre, peu importait désormais. Elle fut transportée vers le cimetière de la Madeleine, un cimetière ordinaire situé non loin de la place de l'exécution, où elle fut jetée dans une fosse commune anonyme, sans cercueil, sans linceul, sans aucune marque distinctive. Quelques pelletées de chaux vives furent lancées sur son corps pour accélérer la décomposition et éviter les odeurs pestilentielles. Puis, on la recouvrit de terre, rapidement, sans cérémonie ni prière. Les fossoyeurs qui effectuèrent cette tâche ne savaient probablement même pas qu'ils enterraient une reine. Pour eux, c'était juste un cadavre de plus parmi tant d'autres en ces temps troubles.
Les révolutionnaires avaient tenté de l'effacer complètement, enterrant la dernière reine de France comme une roturière sans le moindre honneur, sans aucune reconnaissance de qui elle avait été. Ils voulèrent qu'elle disparaisse de l'histoire, qu'elle soit oubliée comme on oublie un criminel ordinaire. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce geste même de négation contribuerait à son immortalité historique. Et voici une ultime légende sinistre qui persiste et continue de fasciner. On raconte que l'artiste Marie Grossholtz, qui deviendrait célèbre sous le nom de Madame Tussaud et fonderait le musée de cire le plus célèbre du monde, fut appelée pour réaliser un masque mortuaire de la tête tranchée de la reine, peut-être le jour même de l'exécution ou le lendemain. C'était une histoire glaçante qui l'a suivie depuis lors, ajoutant une couche supplémentaire d'horreur gothique à un récit déjà saturé de tragédie. Madame Tussaud elle-même affirmait dans ses mémoires avoir réalisé ce masque, décrivant comment elle avait dû fouiller parmi les cadavres pour retrouver la tête de Marie-Antoinette. Certains historiens contestent vigoureusement la véracité de ce récit, le qualifiant d'invention ultérieure destinée à ajouter du prestige macabre à son musée. D'autres soulignent que Madame Tussaud avait effectivement des connexions avec les révolutionnaires et qu'elle avait réalisé des masques mortuaires d'autres victimes de la guillotine, rendant son témoignage plausible. Le masque, s'il fut réellement créé, aurait capturé les traits figés de Marie-Antoinette dans la mort, un témoignage permanent de cette journée d'octobre 1793. Certains prétendent qu'il existe encore, conservé quelque part dans les archives du musée Tussaud à Londres, trop macabre pour être exposé publiquement. Plus de 20 années interminables s'écouleraient avant que son histoire ne connaisse son chapitre final et une forme de rédemption posthume. Des années durant lesquelles la France traversa la terreur et ses milliers d'exécutions, l'ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte qui domina l'Europe, des guerres dévastatrices qui ensanglantèrent le continent, des bouleversements politiques constants, et finalement la restauration monarchique inattendue. En 1815, après la chute définitive de Napoléon et la restauration de la monarchie des Bourbons sur le trône de France, le roi Louis XVIII, frère de Louis XVI, ordonna l'exhumation de son frère et de sa belle-sœur. C'était un devoir familial, mais aussi un geste politique, une tentative de réconciliation nationale et de réhabilitation de la monarchie aux yeux du peuple français. Leurs ossements furent recherchés patiemment, retrouvés parmi d'autres dépouilles, dans ce qui était devenu un terrain vague abandonné, où poussaient des herbes folles. Le cimetière de la Madeleine avait été fermé et laissé à l'abandon pendant les années tumultueuses qui avaient suivi. L'identification ne fut pas simple. Les corps avaient été enterrés sans marque distinctive, mêlés à d'autres victimes de la Révolution. Mais les chercheurs utilisèrent tous les indices disponibles, les registres du cimetière qui avaient miraculeusement survécu, les témoignages des fossoyeurs encore vivants, les descriptions physiques connues. Finalement, on leur accorda un enterrement royal somptueux et approprié dans la basilique de Saint-Denis, le lieu de repos traditionnel des souverains français depuis le roi Dagobert au 7e siècle. Cette nécropole royale avait elle-même été profanée pendant la Révolution, les tombeaux saccagés, les ossements dispersés dans une orgie de destruction symbolique. C'était une reconnaissance tardive, mais profondément significative. Marie-Antoinette, qui avait été traînée dans les rues comme une criminelle de droit commun, qui avait été jetée dans une fosse commune anonyme, reposait désormais parmi les plus grands monarques de l'histoire de France, parmi Clovis Charlemagne Saint-Louis, François Ier Henri IV. La cérémonie funèbre fut solennelle et grandiose, orchestrée avec tout le faste et le protocole que l'Ancien Régime avait autrefois connu. La famille royale restaurée était présente au complet, vêtue de noir, les visages graves. Des prières furent récitées par les plus hauts dignitaires de l'Église catholique. Des hommages émouvants furent prononcés, louant les vertus de la reine martyre. C'était comme si la France collective cherchait à expier, dans une certaine mesure, les excès sanglants de la Révolution. On voulait croire que ces horreurs appartenaient au passé, qu'une page avait été tournée, qu'une nouvelle ère de réconciliation et de stabilité pouvait commencer. La Révolution française s'était donnée pour mission de détruire un symbole de l'excès royal, de l'absolutisme, de l'inégalité. Ils ont soumis Marie-Antoinette à toutes les humiliations qu'ils pouvaient imaginer, utilisant leur créativité pour inventer de nouvelles formes de dégradation. Ils l'ont dépouillée systématiquement de son titre, de sa famille
de sa dignité et finalement de sa vie même. Il voulait que le monde entier voie un monstre dénué d'humanité, une créature malfaisante qui méritait son sort terrible. Il voulait que son exécution serve d'avertissement et de spectacle édifiant. Il voulait prouver que personne, pas même une reine, n'était au-dessus de la justice révolutionnaire. Mais dans ses derniers instants, avec cette excuse tranquille et inattendue adressée à son propre bourreau, elle leur a refusé leur victoire finale et complète. Ce simple « pardonnez-moi » a transformé toute la signification de son exécution. Elle a repris le contrôle du récit dans le seul domaine qui lui restait, celui de sa dignité intérieure. Ils lui ont pris sa couronne, ce symbole de pouvoir qu'elle avait porté pendant près de 20 ans. Ils lui ont pris sa tête, cette tête qui avait été couronnée dans la cathédrale de Reims selon les rituels séculaires de la monarchie française. Mais ils n'ont jamais pu lui retirer cette dignité stupéfiante, cette grâce inattendue qu'elle leur a montrée avant que la lame ne tombe et ne mette fin à sa vie terrestre. L'histoire se souviendrait de Marie-Antoinette non pas comme le monstre que ses ennemis avaient tenté si ardemment de créer dans l'imaginaire populaire, non pas comme la reine frivole et dépensière de la propagande révolutionnaire, mais comme une femme infiniment plus complexe et nuancée qui a affronté une mort atroce avec un courage remarquable. Sa dignité finale transformait le récit de sa mort d'une simple exécution politique, d'un acte de justice révolutionnaire comme il y en eut tant d'autres pendant la Terreur, en quelque chose de plus profond et de plus universel. C'était devenu un témoignage puissant sur la capacité de l'esprit humain à maintenir sa noblesse intérieure même, lorsque tout le reste lui est arraché, même face à l'annihilation complète. Les révolutionnaires pensaient écrire la fin définitive de son histoire, mettre un point final à la monarchie en la personne de cette femme. Au lieu de cela, ils ont créé involontairement un moment qui transcende leur propagande et leurs intentions. Ils ont créé un moment d'humanité pure, une femme pardonnant à l'homme sur le point de la tuer, qui résonnerait à travers les siècles. Ce qui reste de Marie-Antoinette aujourd'hui n'est pas seulement l'image caricaturale d'une reine frivole prétendument coupée de son peuple, ni celle d'une victime impuissante et pathétique de forces historiques qui la dépassaient. C'est l'image bien plus riche et complexe d'une mère brisée par la séparation de ses enfants, qui a néanmoins trouvé la force de tenir debout jusqu'au bout. C'est celle d'une femme systématiquement humiliée, qui a refusé catégoriquement d'être détruite dans son essence même. C'est celle d'un être humain qui, face au pire que l'humanité peut infliger, a choisi de répondre avec grâce plutôt qu'avec haine, avec courtoisie plutôt qu'avec amertume. Son dernier mot, ce pardonnez-moi prononcé dans des circonstances si extraordinaires, résonne à travers les siècles comme un rappel puissant et nécessaire. Il nous rappelle que la véritable noblesse ne réside pas dans les couronnes et les trônes, pas dans les palais, et les cérémonies, pas dans les titres et les privilèges, mais dans la façon dont nous traitons les autres êtres humains même, et surtout dans nos moments les plus sombres et les plus désespérés. La guillotine a pris sa vie ce jour d'octobre 1793, sous un ciel gris qui semblait pleurer sur Paris. Mais elle n'a jamais pu prendre ce qui la rendait vraiment et profondément humaine. Elle n'a pas pu prendre sa capacité à rester civilisée face à la barbarie organisée. Elle n'a pas pu prendre sa capacité à s'excuser quand elle a accidentellement fait mal à quelqu'un, même à l'homme qui s'apprêtait à la décapiter dans les secondes suivantes. C'est cette Marie-Antoinette que l'histoire doit retenir et honorer. Non pas la caricature simpliste propagée par ses ennemis ou par ses admirateurs excessifs, non pas le symbole politique manipulé par diverses idéologies au fil des siècles, mais la femme réelle, avec ses défauts et ses qualités, ses erreurs et ses moments de grâce. Non pas le symbole désincarné d'une époque révolue, mais l'être humain qui a vécu, aimé, souffert et finalement affronté la mort avec une dignité qui transcende son temps et son statut. Car dans sa fin, aussi terrible et injuste fut-elle, elle nous a offert quelque chose de précieux et d'intemporel, une leçon profonde sur la dignité humaine, sur la capacité de l'esprit à triompher même dans la défaite, sur le pouvoir de la grâce face à la cruauté. Son histoire nous rappelle que l'histoire n'est pas faite seulement de grands mouvements collectifs, de révolutions et de contre-révolutions, de systèmes politiques qui s'effondrent et se reconstruisent. Elle est aussi faite de moments individuels de courage et de faiblesse, de choix personnels qui révèlent le caractère, de gestes apparemment insignifiants qui prennent une signification monumentale dans le contexte où ils se produisent. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir davantage d'histoires issues des pages souvent méconnues ou mal comprises de l'histoire,
Ces récits, qui nous rappellent notre humanité commune par-delà les siècles et les différences, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.